Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Allons plus loin. Nous sommes ensemble pendant 1 heure. On va donc prendre le temps d'analyser et de questionner toute l'actualité politique et parlementaire. Et avec nous pour le match des idées, je vous le disais, Jean-Sébastien Ferjou. Bonsoir, vous êtes directeur d'Atlantico. Hervé Kempf, bienvenue à vous également. Vous êtes rédacteur en chef de Reporter, le quotidien de l'écologie. On le voit, les auditions s'enchaînent ou vont s'enchaîner pour Christophe Castaner. On annonce une commission d'enquête la semaine prochaine à l'Assemblée. Il se pose des questions autour d'une éventuelle commission d'enquête également au Sénat. Hervé Kempf, vous nous dites quoi? Les deux chambres font leur travail, bravo, ou ça va trop loin, c'est trop? Ah non, elles font tout à fait leur travail. Le Parlement, il faut le rappeler, c'est un organe de contrôle de l'exécutif. C'est en principe l'expression de la souveraineté du peuple. Donc c'est tout à fait normal que le Parlement fasse cette enquête sur effectivement quelque chose qui est absolument grave, qui est qu'au cœur même du dispositif de police, il y ait une faille de cette envergure. Donc je crois que c'est une démarche qui est tout à fait légitime de la part des parlementaires. Jean-Sébastien Ferjou, même une commission d'enquête au Sénat, il en faut une de plus? En tout cas, les majorités sont différentes. Donc, on a vu pendant l'affaire Benalla que la commission d'enquête de l'Assemblée nationale n'avait pas mené les travaux exactement de la même manière que celle du Sénat. Donc, c'est vrai qu'en France, le Parlement a une moindre culture, malheureusement, de contrôle de l'action de l'exécutif. Parce qu'en théorie, même une majorité devrait faire le même travail que dans une chambre qui est plutôt dominée par l'opposition. La réalité en France, c'est que ça n'est pas le cas et qu'on a vite tendance à considérer que ce sont des opérations de politique politicienne, alors que la confiance n'exclut pas le contrôle. Enfin, c'est le rôle d'un Parlement, justement, de mener, et la gravité des faits sur lesquels il y a investigué le justifie, ce qui n'est pas présagé ou présumé, de la culpabilité de qui que ce soit, mais pour les citoyens français, pour que la lumière soit faite, et ne serait-ce que pour mieux comprendre, pour éviter la reproduction des fautes qui ont été potentiellement commises, oui, c'est extrêmement important que ces travaux-là soient menés. On sent que Christophe Castaner est clairement, j'allais dire sur la sellette, mais peut-être pas, en tout cas dans le viseur, en tout cas dans la tourmente. C'est à juste titre pour vous, Hervé Kempf? C'est lui le problème, ou en tout cas il fait partie du problème de ce système? Il fait certainement partie du problème, mais là je voudrais prendre du recul, c'est que c'est pas seulement par rapport à cet épisode et l'expression d'une réaction extrêmement rapide et qui témoigne d'un manque de compréhension et d'information sur le champ, c'est-à-dire la déclaration de M. Castaner quand le malheureux attentat à la préfecture de police a été connu, mais il était déjà coutumier de ce type de déclarations intempestives et fausses, comme pendant le 1er mai, quand il avait déclaré que des manifestants avaient pénétré violemment à l'intérieur d'un hôpital, alors qu'en fait... Il avait parlé d'attaque, même. Voilà, donc c'est extrêmement grave. C'est-à-dire qu'on a un des premiers postes de l'État, quelqu'un qui a du mal à saisir son information et à contrôler son expression, et que par ailleurs, moi ce qui me frappe beaucoup, au-delà de l'épisode qui vient de se passer, qui témoigne une fois de plus de la fragilité intrinsèque du système policier et du système de sécurité en France, le fait que c'est le ministre qui a présidé en quelque sorte à la répression la plus brutale et la plus violente et la plus exagérée et la plus barbare, comme disait M. Mélenchon, d'un mouvement populaire avec le nombre de personnes éborgnées, aux mains arrachées, etc. Donc je crois que c'est là surtout qu'est la responsabilité grave de M. Castaner. Et l'épisode actuel, en quelque sorte, ne rajoute qu'un élément supplémentaire d'incompétence. Vous êtes d'accord, Jean-Sébastien Ferjou? Moi, je pense que la gestion de la crise des Gilets jaunes aurait aussi mérité une commission d'enquête parlementaire. Pas, encore une fois, forcément pour pointer du doigt M. Castaner, mais pour poser des questions sur les choix politiques qui ont été faits dans la manière de gérer ou de réprimer les manifestations ou les dérapages qui avaient lieu dans ces manifestations. Donc, je crois que Guillaume Larrivé a très bien résumé la problématique concernant M. Castaner. Il est atteint de communicationnite aiguë. Il ne sait pas maîtriser sa parole, et c'est pas juste comme ça de la maladresse, c'est-à-dire que c'est la confiance dans la parole publique qui est en jeu. Parce que là, on l'a vu dans le dernier épisode, il y a 2 éléments de responsabilité qui sont assez consternants. L'un qui dépasse M. Castaner, même s'il est responsable en tant que ministre, mais il y a ce qui s'est passé au sein de la préfecture de police et les raisons pour lesquelles cet individu n'avait pas été repéré malgré certains signaux. Et ensuite, il y a, encore une fois, sa responsabilité en matière de confiance dans la parole publique. Je suis désolé, mais on ne peut pas à la fois se précipiter pour accuser, vous rappelez l'épisode de la pitié salutaire,
salpêtrière pour dire ça c'était une attaque, on en est certain, il faut que le lendemain on se rende compte que c'est pas le cas. Et puis là, alors que quand même il y avait des indices qui pouvaient laisser entendre, c'est-à-dire que M. Castaner n'avait pas à dire on pense que c'est un attentat ou que c'est une attaque à connotation islamiste. En revanche, démentir que ça puisse être le cas et démentir l'existence de tout élément qui pouvait aller dans ce sens-là, ça c'était une faute parce que les Français n'ont plus confiance dans la parole publique. Ça va très au-delà de ce gouvernement-là. Maintenant, le problème politique, il dépasse aussi M. Castaner, parce qu'on voit bien que si Emmanuel Macron avait en réserve un autre ministre susceptible d'occuper ce poste-là, je pense que ça ferait longtemps qu'il y aurait un autre ministre qui occuperait ce poste-là. Mais comme on l'a souvent dit, les bandes touches de la Macronie sont assez dépourvues. Dans sa série d'auditions, Christophe Castaner avait ce matin celle de la délégation parlementaire au renseignement, présidée par Christian Cambon. Tout était à huis clos, donc on n'aura pas plus d'informations sur le fond de l'affaire, mais peut-être quelques indications sur l'atmosphère. Il se trouve qu'Alexandre Poussard, vous êtes en salle des conférences du Sénat avec Christian Cambon. Oui, Christian Cambon, comment s'est passée cette audition ce matin? Est-ce que les deux ministres ont répondu à toutes vos questions? L'audition s'est passée dans un bon climat et elle démontre amplement l'utilité de la délégation parlementaire au renseignement parce que le secret et la confidentialité absolue dans lequel s'effectue notre travail crée un climat de confiance au sens où, sur la forme, les ministres se sont exprimés avec grande liberté et je crois comprendre qu'ils nous ont dit l'essentiel de ce qu'ils savaient eux-mêmes sur des sujets, sur les 4 points que j'avais proposés comme question. Donc il y avait à la fois beaucoup de gravité et la volonté de jouer la carte de la transparence devant la Commission. Il n'y a pas eu de questions où ils n'ont pas su répondre ? Non, ils ont donné des éléments qui parfois sont partiels parce que les investigations et les enquêtes ne sont pas terminées. Et je peux le comprendre. Encore une fois, si les enquêtes étaient terminées 3 jours après, là pour le coup ce serait suspect. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils ont compris les failles du système révélées par ce drame ? Oui, ils ont compris les failles. Je pense qu'ils en sont très conscients et qu'ils en ont la responsabilité politique. Je rappelle que nous faisons un travail technique pour essayer de déterminer ce qui n'a pas marché. Il y avait déjà, nous avons cru comprendre qu'il y avait déjà un certain nombre de réformes qui étaient en cours. Malheureusement, elles ne sont pas terminées. Mais aussi bien sur le problème de l'habilitation, de la radicalisation, de la sécurisation des locaux et surtout le très grave problème de l'accès aux données confidentielles de cet agent et donc d'une manière générale des autres agents, des réponses ont été apportées, elles seront certainement complétées. Quand vous parliez des réformes en cours, ce que vous nous dites, c'est qu'ils avaient compris le problème avant que ça se passe, c'est juste que les réformes ont été trop tardives? Oui, je crois que la directeure de cette direction du renseignement de la préfecture de police était arrivée avec la volonté effectivement de sécuriser un certain nombre de points. Mais malheureusement, il y a encore sûrement des choses qui ne vont pas. La preuve, c'est que cette tragédie a eu lieu. Alors, la délégation parlementaire au renseignement va poursuivre ses travaux sur ce sujet. Quelle forme va prendre votre travail? Le sentiment général, nous avons dû partir assez vite à l'hommage national qui avait lieu à la préfecture de police. Mais le sentiment général était la volonté de poursuivre, avec la bonne volonté des ministres qui ont proposé de revenir. Et puis, bien sûr, peut-être de consulter d'autres responsables. Parce que maintenant, je pense qu'on va travailler sur la sécurisation de la préfecture de police, bien sûr, mais de tous les autres centres de renseignement, car c'est la sécurité des agents et c'est la sécurité de la France. Très bien. Merci beaucoup, Christian Cambon, d'avoir répondu à mes questions. Merci Alexandre. Et à tout à l'heure. Une dernière réaction sur ce point avant de passer au chapitre 2, Hervé Kempf, sur ce qui vient d'être dit? Non, mais une fois de plus, c'est très très grave qu'un lieu aussi central de la police, du ministère de l'Intérieur, soit fragile à ce moment-là. J'aimerais bien, quelque part, peut-être une réaction un peu facile, mais que la rigueur que l'on prétend exercer à l'endroit des manifestants ou simplement des citoyens et des citoyennes françaises, que cette même rigueur soit appliquée à l'intérieur même des services de sécurité et des autres. Allez-y, vous vouliez réagir? Oui, mais c'est pas juste une question de rigueur. C'est-à-dire, on l'a entendu ce matin dans le discours du président de la République, on est conscient de la menace. Le président de la République est conscient de la menace. Il a parlé de l'hydre islamiste, il a parlé de la mobilisation générale. Mais entre les mots et la politique du quotidien qui consiste plutôt pas de vague, sous la pression notamment d'un certain nombre de mouvements de gauche, appelons un chat, qui en permanence sont en train de soupçonner l'État, de se montrer raciste, qui sont en train de justifier une forme de racisme systématique ou institutionnel. Donc comment voulez-vous que des policiers ou d'autres
d'autres institutions d'ailleurs, se débrouillent pour faire face à cette injonction contradictoire. On leur demande à la fois beaucoup de rigueur, et puis dès qu'elles en font montre, on leur dit « Ah, mais vous voyez bien que là, vous vous montrez islamophobe, vous montrez ci, vous montrez ça ». Donc il y a un moment, il faut que la société française soit capable de trancher de manière, avec maturité ces débats-là. Mais en l'état, on ne peut pas s'en sortir, parce qu'il est impossible, et ça ne concerne pas que les pouvoirs publics, ça concerne aussi les entreprises d'ailleurs qui sont livrées à elles-mêmes, ou les médecins, ou les professeurs, qu'on abandonne sur les lignes de fracture de la République en leur disant « Soyez rigoureux, hein, surtout pas de complaisance avec l'islamisme ». Dans les faits, on leur demande surtout de se taire et de ne pas faire de vagues. Rapidement pour conclure, Hervé. Oui, ce serait le mot rigueur. Il y a deux choses. Il y a quand même, c'est presque de la technique policière qui est en jeu là. C'est en ce sens-là que je parlais de rigueur, presque rigueur méthodologique et pas de rigueur morale. En revanche, dans la technique, mais ce qui se heurte à la rigueur technique, c'est précisément ce type de discours. Dans le même temps, par exemple, on a une action de la police en banlieue où peut-être peut naître à tort ou à raison, un sentiment d'islamisme, une action de la police extrêmement violente, avec encore des morts régulièrement, comme encore il y a 2 jours à Villiers-le-Bel, ou encore ce qui se passe autour de la famille Adama Traoré. Donc on a là quelque chose, quand je parle de rigueur, c'est-à-dire il faut être techniquement excellent à l'intérieur de la préfecture de police. Et absurde parce qu'elle résume le nœud du problème. Je crois qu'on ne peut pas parler si vous n'attendez pas la fin de la phrase. Donc oui, mais je crois que j'ai assez compris l'idée. Oui, mais il faut que les téléspectateurs, enfin, ils sont aussi lecteurs. Voilà, simplement, excuse-moi, je finis sur cette phrase, puisqu'on parle d'islamisme, et vous avez raison de dire que c'est ça qui est en jeu, derrière ce qui se passe à la préfecture de police, il faut, en tout cas, dans les lieux où pourrait naître cette espèce de déviance, être particulièrement attentif et ne pas couvrir des actes policiers qui, on va dire, manquent de rigueur. Je suis bien d'accord, mais ça n'empêche pas, pour revenir sur l'épisode de Villiers-le-Bel ou de ce jeune malheureusement décédé, effectivement, il était en fuite, il ne refusait de se soustraire à un contrôle de police. Je suis désolé, mais si on commence à dire que la police tue des gens dans ce pays, alors que ce sont des gens qui sont en train de fuir un contrôle de police, pardon, mais la règle dans une république, l'autorité, c'est de respecter un contrôle de police, même quand il vous déplaît. Ça nous éloigne un peu. Deuxième thème de ce match, ce mouvement de colère qui passe un petit peu inaperçu à cause de l'actualité très chargée, c'est celui des agriculteurs, oui. Opération escargot, rassemblement en tout genre dans toute la France ce mardi. L'objet de ce ras-le-bol, c'est ce qu'ils appellent la déconsidération du métier. Alors, pour employer le terme du moment, c'est aussi ce qu'on appelle l'agribashing. Avant d'en parler avec vous, on fait le point avec Sandra Sercar. Dans toute la France, comme ici dans le Nord, les agriculteurs bloquent les axes routiers pour dénoncer un agribashing dont ils se disent victimes et protester contre les arrêtés anti-pesticides. Le sénateur Olivier Jacquin dit comprendre cette exaspération. On utilise des produits qui sont autorisés. Et là, on vient vous dire, en plus ça tombe mal, c'est encore une mauvaise année, non, on va vous contraindre, alors que les produits sont autorisés. Dans le viseur des agriculteurs également, les accords de libre-échange signés par l'Union européenne. Aujourd'hui, on vend des jeunes bovins, c'est-à-dire des animaux de moins de 2 ans, rendus abattoirs à moins de 4 € le kilo de carcasse. Et ça crée des distorsions de concurrence. Donc comment voulez-vous, à partir du moment où nos gouvernants, qui ont d'ailleurs 2 discours, qui d'une part sont capables de dire il faut changer de modèle agricole, il ne faut plus faire comme ci, il ne faut plus faire comme ça, et le lendemain ils signent un accord pour importer des produits qui sont faits avec des procédés interdits dans notre pays. Un agriculteur se suicide tous les 2 jours en France. Une nouvelle mobilisation est déjà prévue le 22 octobre prochain. Jean-Sébastien Ferjou, vous le trouvez justifié ce ras-le-bol des agriculteurs ? Il y a plusieurs racines, et c'est ce que vous rappeliez dans le sujet, dans ce ras-le-bol des agriculteurs. Il y a le ras-le-bol vis-à-vis d'une attitude de la société française, ou d'une part de la société française qui, de plus en plus sensibilisée aux questions environnementales, ont tendance à criminaliser un certain nombre de comportements des agriculteurs. De ce point de vue-là, je les comprends totalement. Sur le libre-échange, je pense que la question est plus complexe, parce que même là, le sénateur qu'on vient d'entendre présente mal la question. Il faut quand même rappeler qu'un accord commercial, ça n'est pas un accord qui permet d'importer des produits. On peut importer des produits canadiens si on veut, on peut importer du bœuf élevé aux hormones si on veut. C'est simplement des accords sur les tarifs. Donc, n'opposons pas une réalité où dans un cas c'est interdit, dans un cas ça ne l'est pas, parce que c'est complètement absurde. Ça n'est pas comme ça que se pose la question. Maintenant, on peut se poser la question sur les normes sanitaires, effectivement. On peut se poser la question sur la manière de négocier. Parce que les tarifs impliquent des importations peut-être moins chères, avec des normes beaucoup moins exigeantes que celles des agriculteurs aujourd'hui. Oui, mais le choix du consommateur reste le même. C'est-à-dire que personne ne va vous forcer à acheter du bœuf aux hormones si vous ne voulez pas en acheter. On ne peut quand même pas considérer qu'il n'y a jamais eu autant d'étiquetage. Il y a des familles françaises qui vont se jeter dessus, si c'est moins cher.
Mais elles le peuvent déjà. Elles le peuvent déjà, d'une certaine manière. Donc, c'est un peu absurde à une époque où il n'y a jamais eu autant d'étiquetage qui permet aux gens de savoir précisément ce qu'ils consomment, de considérer que d'un seul coup, ce serait... en revanche, je pense que là où les agriculteurs ont véritablement raison, c'est sur l'espèce d'injonction contradictoire qui pèse sur eux, comme je vous disais tout à l'heure, de à la fois produire suffisamment pour nourrir le pays quand même, a fortiori si on ne veut pas d'accord de libre-échange avec d'autres pays, et dans le même temps, de respecter des exigences environnementales qui ne sont pas fondées d'un point de vue scientifique. Hervé Kempf. D'abord, ce n'est pas tous les agriculteurs, c'est largement mis en branle par la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, ce qui ne veut pas dire que cette colère est injustifiée, mais en revanche, ça n'est pas tous les agriculteurs. Parce qu'elle existe, et puis on parle même des suicides des agriculteurs. Oui, tout de même. absolument. Ça va très loin quand même. Enfin, on en parle dans le mal-être, la grogne des agriculteurs, elle est absolument réelle. Mais ce que je veux dire, c'est que là, ce mouvement d'aujourd'hui d'agribashing, puisque c'est le terme qui a avancé, par exemple, nous on lit régulièrement la France agricole toutes les semaines, et depuis très régulièrement ce terme est là, ça n'est pas tous les agriculteurs. Par exemple, une fois de plus, la Confédération paysanne ne s'est pas associée à ce mouvement et n'emploie pas ce concept. La deuxième chose, c'est que monsieur le sénateur Michel Raison a tout à fait de dire qu'il y a un double discours. L'injonction contradictoire, elle n'est pas des consommateurs ou des agriculteurs, elle est de ce discours politique où on nous dit politique agricole, il faut laisser parler. On arrive à discuter. C'est un match des... Vous savez qu'un débat, c'est quand même a priori un échange. Non, moi, un débat, c'est on s'écoute. Alors, on s'écoute. Si je parle trop longtemps, on me le dit. Mais voilà. Donc, je finis les idées pour ne pas être perturbé. Parce qu'on essaie d'argumenter aussi, de réfléchir. Voilà. Monsieur le sénateur a tout à fait raison. Il y a un discours qui dit écologie, et puis la réalité de la politique agricole, c'est une politique qui pousse à la concentration des terres, c'est une politique qui pousse à l'extension, à la numérisation, à l'emploi de techniques de plus en plus grandes. C'est en gros une agriculture qui va vers des 400 hectares, des 600 hectares, des exploitations extrêmement grandes, où les petits et les moyens paysans sont en train de disparaître. Et donc, ce qui est en train de se passer dans le drame agricole en ce moment, c'est qu'on met sous la même enveloppe ces réalités qui sont différentes, et un très grand malaise, notamment les suicides des agriculteurs, comme le rappelait Rebecca Fitoussi, c'est très souvent des petits et des moyens agriculteurs. Donc c'est cette question qu'il faut faire, et je comprends tout à fait le malaise des agriculteurs, on les suit vraiment très attentivement à Reporter, le quotidien de l'écologie, parce que ça fait partie de l'écologie, cette question, mais c'est quelle politique agricole commune ? Commune, je dis aussi, parce qu'il y a un enjeu européen qui est extrêmement important. Et ce double discours, il est plutôt de la disjonction entre ce qui est dit officiellement et la pratique concrète des politiques agricoles. Pour alimenter votre échange, juste ce témoignage, on en a marre de toutes les fake news, des émissions à charge à la télé, des intrusions dans nos exploitations par des associations et même des députés, des insultes quand on pulvérise dans nos champs. Ça, c'est le témoignage de Jimmy Guérin, éleveur de bovins c'est ce que j'allais vous dire. Il y a certainement une forme d'injonction contradictoire de la part des pouvoirs public, mais il y a aussi de plus en plus, et l'agribashing, ou ce sentiment d'agribashing, il est plutôt né de ce genre d'émissions de télé ou de ce genre de militants qui considèrent qu'un certain nombre de comportements sont quasiment d'ordre criminel, même quand il n'y a, encore une fois, aucun fondement scientifique pour le dire. On l'a vu avec la question des épandages de pesticides. Il y a quand même des études épidémiologiques qui montrent que le glyphosate, par exemple, de mémoire, c'est 24 ou 28 morts de cancers professionnels par an. À ma connaissance, le tabac ou l'alcool, ce sont des dizaines de milliers de cancers. On ne les interdit pas. C'est de ça dont parlent les agriculteurs. C'est qu'on a vu des émissions de télévision sur la question, sur le service public, qui plus est, financé par la redevance audiovisuelle, des émissions qui n'avaient mais aucune rigueur scientifique, qui racontaient mais vraiment intégralement n'importe quoi. Les tests, vous savez, les fameux tests qui ont été faits sur les tests d'urine, sur est-ce que tout le monde porte du glyphosate ou non, ça a été ensuite complètement démenti. Mais évidemment, vous n'en entendrez jamais parler dans les émissions en question. Donc oui, je comprends que les agriculteurs de ce point, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des questions environnementales qui se posent, ce qui ne veut pas dire, pour le coup, là où je pourrais vous rejoindre, c'est que la question de la concentration et du modèle économique dominant dans l'agriculture ne se pose pas. Elle se pose véritablement. Mais le regard social ou sociétal qui est porté sur les agriculteurs, en tout cas par une infime minorité, je pense, mais ces militants-là, oui, je comprends que les agriculteurs, ça les exaspère. Oui, le regard s'est détérioré ces derniers mois. C'est parce que les questions qui sont posées par l'agriculture sont absolument essentielles et renvoient, par exemple, sur la question des pesticides. D'abord, ce n'est pas une frange infime et excitée de
militants. C'est un mouvement très populaire qui s'appelle Nous voulons les coquelicots et qui soulève à juste titre le fait qu'il y a trop de pesticides en France. Je vous rappelle que le deuxième consommateur mondial de pesticides, c'est la France, et en Europe, on est largement devant. Voilà, on sait par ailleurs, alors je ne vais pas rentrer dans le débat scientifique parce que ce que vous avez dit là est un petit peu rapide, mais on ne dit pas entre trop et pas du tout. En revanche, on sait bien que ça fait des années que, par exemple, il y a eu un plan éco-phyto et qui n'a pas avancé du tout. Donc, au bout d'un moment, quand les choses, l'agriculture raisonnée, des approches plus douces ne bougent pas, eh bien, les agriculteurs qui voient quand même des problèmes de santé réels, les agriculteurs et les consommateurs, disent maintenant, ça suffit. Donc, une fois de plus, on revient à la question du modèle agricole. Mais si on veut aller... La revendication, elle est beaucoup plus radicale que celle-là. La revendication celle qu'on a vue portée notamment par un certain nombre d'émissions de télévision ou de partis politiques, elle est beaucoup plus radicale que celle-ci. Quand on parle d'interdiction, d'arrêté d'interdiction sur une commune, au-delà du fait d'ailleurs que ça n'est pas de fondement légal, on n'est pas dans le fait de parler d'une agriculture raisonnée. Cette espèce de croyance nouvelle que tout ce qui serait artificiel serait mauvais et tout ce qui serait naturel serait bon, comme si un poison ne pouvait pas exister d'un dose naturelle et comme si un poison c'était pas la question de la dose qui était en jeu. C'est-à-dire, on est en train de perdre tout bon sens dans la manière d'aborder les sujets. Je ne vous parle pas là d'agriculture raisonnée parce qu'encore une fois, il y a une manière justement modérée ou raisonnable de faire les choses. Mais ça n'est pas la même chose que de considérer d'un point de vue idéologique que tout ce qui est artificiel est par nature mauvais. Parce qu'à ce moment-là, on ne pourra plus nourrir, parce que ça c'est quand même une réalité qu'il faudrait rappeler, c'est que si on voulait vraiment pratiquer l'agriculture telle que la souhaiteraient ces militants radicaux, on ne nourrirait plus la planète. Alors, il y a tellement d'affirmations en 2 minutes 30 que je vais avoir du mal. Non, mais je réponds parce que là c'est important. Vous me donnez une minute, on va s'en sortir. Agriculture raisonnée, c'est le terme que j'emploie. Paradoxalement, c'est ce que voulait faire la FNSEA et ceux qui disaient pas d'interdiction de pesticides. Et puis ça n'a pas marché. On reste toujours avec des fortes consommations de pesticides. Deuxième point, l'agriculture biologique dit pas de pesticides. Là, c'est pas idéologique, c'est une pratique qui concerne maintenant des milliers d'agriculteurs. De plus en plus, d'ailleurs, vous savez que le taux de conversion vers l'agriculture biologique augmente sans arrêt. La demande des consommateurs et des consommatrices est très importante sur ce point. Et donc, on a là une solution qui apparaît. Et dernier point, puisqu'il me reste maintenant 15 secondes sur la minute, eh bien, l'idée que l'agriculture biologique, une agriculture écologique pourrait nourrir la planète est tout à fait acceptée par les agronomes, par l'Organisation mondiale de la santé, mais ça suppose aussi, et c'est important, et je conclurai là-dessus, une évolution aussi du mode de consommation et sans doute pour les consommatrices et les consommateurs de manger moins de viande. Et là, c'est à eux de réagir. Troisième et dernier thème de ce match, mais c'est lié, ce sont les actions coup de poing d'un mouvement écolo international de désobéissance civile, Extinction Rébellion. Il est né en Angleterre il y a tout juste un an pour alerter sur l'urgence climatique. Il est présent dans 57 pays. En France, on compte à peu près 10 000 membres, dont 313 actifs. Ils ont occupé le week-end dernier un centre commercial de la capitale. Ça a beaucoup fait parler. Et hier, eh bien, ils se sont installés sur la place du Châtelet à Paris, bloqués pour faire bouger les lignes. La méthode est-elle la bonne? Les responsables politiques ne sont pas tous d'accord. Écoutez. C'est bien, moi j'aime bien quand la jeunesse s'empare de la société, s'empare de son destin de manière extrêmement pacifique, toujours non violente. Il y a une instrumentalisation de l'écologie par ces groupes violents. Il faut les réprimer très, très rapidement parce que c'est une dégradation de l'image de l'écologie, de l'image de l'environnement et ça risque de disqualifier toutes les actions pro-environnementales qui risquent d'être associées à ce type d'agression et de violence. Alors, c'est la réaction de Ségolène Royal qui a fait le plus bondir les écologistes. Est-ce que ça vous fait bondir, Hervé Kempf, d'entendre Ségolène Royal dire qu'il faut les arrêter, ces mouvements? En tant que journaliste soucieux des faits, oui, tout à fait. Je regrette parce que Ségolène Royal est quelqu'un que j'estime par ailleurs, qui a des qualités, mais qui a aussi beaucoup de défauts, et parfois celui de dire n'importe quoi. Extinction Rébellion n'est pas un mouvement violent. C'est un mouvement non violent qui est né en Angleterre en novembre 2018, Absolument. Qui a commencé à faire des actions très, très efficaces et très non violentes et très spectaculaires à Londres en avril, qui continue, qui n'y a pas eu du tout de violence dans l'occupation du centre commercial Italie 2 à Paris ce week-end. À nouveau aujourd'hui et depuis hier et en ce moment, je suppose que les reporters de Public Sénat le suivent comme ceux de reporters, on est très attentifs. Il n'y a pas de violence et je regrette beaucoup que madame, vous parliez de perte de la parole publique, vous aviez tout à fait raison. Je crois que une fois de plus, Madame Royal et les autres responsables politiques devraient faire attention aux mots qu'ils emploient. Donc, à tort ou à raison,
ça sera un autre débat, mais le principe et la charte en quelque sorte du mouvement Extinction Rébellion, c'est de dire non-violence. Et de facto, nous, on n'observe pas de violence et il n'y a pas de violence. Il n'y a pas, si je peux me permettre très amicalement de reprendre, c'est pas une opération coup de poing. Un coup de poing, c'est boum, je veux. Non, c'est une opération spectaculaire, mais ça n'est pas des opérations coup de poing comme celles que généralement mènent les écologistes. Et vous avez raison de rectifier, il n'y a pas de violence. Donc pas d'opération coup de poing, opération surprise, disons. Opération d'envergure. Jean-Sébastien Ferjou. Pour le coup, moi je trouve que Mme Royal s'est beaucoup plus déconsidérée par ses autres propos sur les pesticides, où elle attribuait les cancers du sein à l'utilisation de pesticides en France, où elle considérait que les agriculteurs, même chose, souffraient de plus de cancers de l'appareil génital que des pesticides, ce qui est parfaitement faux aussi. En revanche, je pense qu'elle a raison d'alerter sur autre chose, parce que ce qui se joue, c'est pas une cause environnementale, c'est que ce sont des mouvements anticapitalistes. Il faut appeler un chat un chat. Je voyais Danielle Simonet hier, qui était sur la place du Châtelet, elle disait la fin du capitalisme, c'est sympa, c'est ça qu'ils réclament. Donc moi je veux bien qu'il n'y ait pas de violence, mais enfin les salariés qui travaillent dans le centre commercial en question, ils n'ont pas pu travailler. Donc je veux bien que chacun mène sa cause dans son coin. Moi je veux bien aller bloquer votre activité si ce que vous faites ou dites me déplaît. Mais quelle société voulons-nous? Il y a un moment, on ne peut pas en permanence passer par la rue. Il y a un moment, il y a une représentation, il y a des corps intermédiaires, il y a des moyens de se faire entendre. Alors quand c'est une fois, admettons, mais là ça n'est pas une fois. On voit bien qu'on est sur des occupations de longue durée et c'est, à mon sens, les mouvements type Occupy Wall Street, etc., n'ayant pas réussi à obtenir ce qu'ils voulaient, ils sont en train de se transformer et de prendre le faux visage de l'environnement et de l'écologie. Ce sont des mouvements qui veulent la fin du capitalisme, ils veulent la décroissance, pas parce qu'ils se préoccupent de la planète, mais parce que tout simplement, ils détestent le capitalisme, ils détestent le libéralisme financier. Donc appelons un chat un chat. Après, moi je pense aussi, pour le coup, que ce fameux capitalisme financier n'a pas eu le bon sens ni la décence de se réformer après la crise de 2008. Et ben, on en paye la facture aujourd'hui parce que pour le coup, le lien de confiance avec le système même, les fondements du système dans lequel nous vivons, il est rompu et terriblement abîmé. Je ne pense pas que c'est demain que ça va malheureusement s'améliorer. Hervé Kempf, là je vous laisse 30 secondes. Oh, c'est formidable. Alors d'abord, il faut bien les gérer. Je vais tout de suite vous mettre à l'aise. Vous avez en face de vous l'auteur de « Pour sauver la planète, sortez du capitalisme ». Donc les choses sont claires. Et en fait, c'est ce livre, mais écoutez, et je vous l'enverrai d'ailleurs, je serai heureux, vous le lirez. C'est en 2 mots, il y a une évolution, très rapidement, de l'écologie depuis une quinzaine d'années, de dire on ne peut plus séparer la question écologique et la question sociale. Elle s'articule. Ça, c'est une chose qui s'est passée depuis 1 an, 2 ans, dans le terrain, avec un mouvement comme Extinction Rébellion, qui maintenant... C'est le chef du malthusianisme. Malthus disait qu'on n'ouvrirait jamais plus de 27 millions de personnes en France. Voilà. On est 67 millions. On arrive à vous millions. comprendre tous les deux. Allez, merci. Et c'est le premier point. Donc après, on n'aura pas le temps de détailler pourquoi le capitalisme, dans sa croissance productiviste, dans sa folie spéculative, dans son développement du libéralisme financier, empêche toute politique écologique. Et maintenant, il y a de plus en plus de gens, de jeunes, de monde qui se rendent compte qu'on ne peut pas avoir une société de croissance avec des extrêmement riches qui continuent comme ça et une politique écologique. Donc maintenant, il y a une articulation qui sur notre organisation économique et sociale, mais ne mélangez pas les enjeux. Ça n'a rien à voir avec la défense de l'environnement. C'est pas qu'on mélange. On se souvient dans quel état était l'environnement dans les pays où il y a des modèles collectivistes, où la manière dont l'environnement est traité en Chine encore à l'heure actuelle. Et on déborde. Pardonnez-moi, on doit s'arrêter là. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir participé activement à ce match des idées. Allons plus loin, continue. Dans le club aujourd'hui, donc Caroline Deschamps, Marie Brémaud, Marie-Pierre Bourgeois. Bonjour à toutes les trois. Caroline, on commence avec vous. On continue de parler de Christophe Castaner. On peut le dire, il a clairement été la cible des réseaux sociaux cette semaine. Oui, Christophe Castaner est la tête de turc des réseaux sociaux et ce n'est pas nouveau. Mais après sa communication jugée erratique, quelques heures après l'attaque de la préfecture de police de Paris, les internautes lui sont tombés dessus à bras raccourcis, au premier rang desquels les élus de l'opposition. Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, est revenu sur Twitter sur les propos de Christophe Castaner. L'auteur n'a jamais présenté de difficultés comportementales et n'a jamais présenté le moindre signe d'alerte, avait déclaré le ministre de l'Intérieur. Bruno Retailleau, acide, tweet: soit M. Castaner était mal informé, soit il a voulu minimiser la portée de l'attaque. Dans les deux cas, c'est d'une incroyable légèreté et c'est très inquiétant. Même son de cloche pour le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, qui écrit sur Facebook:
Comment le ministre de l'Intérieur a-t-il pu affirmer que rien n'avait été détecté? Est-ce la trace d'un mensonge d'État, d'un cafouillage inédit ou le signe d'une perte d'autorité qui conduit à ce que ses services ne jugent plus utile de lui dire la vérité, questionne-t-il. D'aucuns l'accusent de précipitation et demandent sa démission. À l'instar de Marine Le Pen, la position de Castaner est intenable. Il doit prendre ses responsabilités et démissionner. Elle tweet en majuscule. Alors, face au flot de critiques, opération déminage de l'exécutif, avec beaucoup de passages médias. Mais surtout, Christophe Castaner s'est défendu lui-même ce matin lors de son audition devant les sénateurs, critiquant le petit procès qui lui est fait. Regardez. On a beaucoup évoqué les propos que j'ai tenus ce jour-là. J'ai tenu des propos de vérité. La vérité des collègues de bureau avec lesquels j'ai pu discuter l'après-midi, la vérité du dossier administratif de cet agent, la vérité de nos fichiers divers et variés, la vérité de la DGSI que nous avons consultée sur ce cas-là. Et pas sûr, Caroline, que ça parvienne à éteindre les critiques, car les réseaux sociaux ne se sont pas arrêtés là. Et oui, mardi, lors de son audition, cette fois-ci devant les députés, le ministre de l'Intérieur a listé les éléments qui, selon lui, pourraient être des signes de radicalisation. Je cite, une pratique rigoriste de la religion, une conversion à l'islam, ou encore le port de la barbe. Et il n'en fallait pas plus pour que les internautes se gaussent. Résultat, le lancement du hashtag « Signale ton musulman ». Alors, exemple de tweet ironique. « Bonjour, place Beauvau, c'est pour un signalement. Laurent Wauquiez semble s'isoler et se laisse pousser la barbe. Serait-il possible de le mettre en quarantaine ?» Il y a un autre tweet dans la même veine où on voit Benalla barbu. Autre exemple, « L'entrisme islamique n'épargne décidément personne. Même les chats sont en voie de radicalisation. » Avec la photo d'un chat sur un tapis de prière. Vous savez qu'Internet aime beaucoup les chats. Oui. Un hashtag qui n'a pas été du tout du goût de Christophe Castaner. Devant les sénateurs tout à l'heure, il a critiqué, je cite, ceux qui ont glosé, fait de l'humour sur les signes de radicalisation et notamment sur le port de la barbe. On l'écoute. J'ai donné la liste de ce qui peut permettre d'identifier une radicalisation, notamment vers un islam radical, un islam politique, et vers le terrorisme. Un certain nombre de personnes se sont moquées en le reprenant un par un, en disant hashtag désigne ton musulman. Et j'ai bien noté que, à partir des signes que j'avais indiqués, certains ont glosé, ont même fait de l'humour. Je trouve ça méprisable. Alors méprisable peut-être, Rebecca, toujours est-il que le hashtag a été utilisé plus de 20 000 fois sur Twitter et que la réplique du ministre a eu l'effet de le relancer, comme quoi il ne faut jamais, au grand jamais, remettre une pièce dans la machine, hashtag comme Paul. Ouais, c'est vrai qu'on a vu passer ces hashtags toute la journée d'hier, encore aujourd'hui. Vous trouvez ça méprisable, vous aussi, Bernard Delcros ? Comment vous dire? Je trouve que le sujet est tellement important. Ouais. La gravité du sujet est telle. Il y a quand même des personnes qui sont mortes, qui sont décédées, qui ont été tuées, que toute exagération est déplacée. Et je dirais même peut conduire à des dérives. Encore une fois, les parlementaires sont dans leur rôle quand ils essaient de comprendre les choses. C'est leur rôle. Ils contrôlent le gouvernement, donc ils essaient de comprendre ce qui s'est passé. Il y a eu des failles, donc on identifie les failles pour améliorer. Mais très franchement, j'ai entendu, j'ai pu voir comme vous le tweet de Marine Le Pen, l'utilisation politicienne de cette situation, je trouve ça franchement lamentable, est contraire à l'intérêt général, est contraire à l'intérêt de notre pays. Et je pense que ce n'est pas comme ça que l'on va réussir à améliorer l'action collective que l'on doit mener contre le terrorisme. Plus générale de la personne de Christophe Castaner, qui n'en est pas à sa première polémique et à peut-être sa première défaillance. Moi, je ne vais pas ni défendre ni condamner a priori Christophe Castaner. Il a fait un certain nombre de déclarations, je ne sais pas, j'imagine qu'il les a faites avec les éléments qu'il avait à ce moment-là, qui étaient juste ou faux. Mais allons jusqu'au bout du travail qui est en cours pour essayer de bien comprendre, encore une fois, où il y a eu des failles. Et tout le monde peut à un moment s'être trompé ou avoir fait des erreurs, etc. Et puis ensuite, les décisions qui doivent être prises seront prises, mais toujours dans un souci, de préparer l'avenir et de, ensemble, collectivement, être plus efficace contre les actes terroristes. Mais franchement, je pense que la situation et la gravité de la situation nous impose de faire
faire preuve de responsabilité dans cette période extrêmement difficile. Et personne n'est à l'abri d'un attentat aujourd'hui. Et vous restez avec nous, Marie Brémaud, on va continuer. Vous êtes notre spécialiste Europe. Et l'Europe aujourd'hui, alors c'est se camoufler pour Sylvie Goulard. Sa candidature a été rejetée, mais alors vraiment bien rejetée, on peut le dire. Oui, le vote, il est sans appel. Alors que s'est-il passé aujourd'hui? Eh bien, les commissions du marché intérieur et de l'industrie du Parlement européen se sont prononcées sur la candidature de Sylvie Goulard. Sur les 112 votants, il y a eu 82 voix contre, 29 pour et une abstention, 82 voix contre. Cela veut dire que vraiment, elle n'a pas convaincu ni lors de sa première audition, ni lors de sa seconde audition. Ce matin, je vous propose de revoir un échange entre François-Xavier Bellamy, un eurodéputé français conservateur, et Sylvie Goulard. Ne pas que c'est le rôle du Parlement que de pouvoir vous permettre d'apporter les réponses qui pourraient garantir aux citoyens de nos pays qu'ils peuvent avoir pleinement confiance dans l'action de la Commission européenne. Je vous ai donné tous les éléments qui étaient en ma possession. Je vous ai dit ce qu'il en était. Je pense que chacun de vous prendra sa décision en respectant l'ensemble des principes de la Charte des droits fondamentaux, c'est-à-dire de garantir, comme vous l'avez dit très justement, la confiance dans les institutions et en garantissant aussi la présomption d'innocence. Le coup de grâce, cela a été la déclaration, la réponse écrite de Sylvie Goulard disant qu'elle ne démissionnerait pas forcément en cas de mise en examen. Ouais, c'est peut-être ce qui a fait tout basculer. Maintenant, Marie, alors qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Sylvie Goulard, suite au vote, elle a réagi sur Twitter. Elle prend acte de la décision et remercie Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et Emmanuel Macron de leur confiance. Il faut comprendre en gros avec ce tweet qu'elle se retire du jeu. Il va falloir trouver à la France une autre candidate, car oui, il faudra que ce soit une femme pour respecter la parité au sein de la Commission. Mais quel revers pour Emmanuel Macron? D'ailleurs, ce matin, durant la seconde audition de Sylvie Goulard, plusieurs eurodéputés ont dénoncé les pressions, les coups de fil de chefs d'État ou de ministres pour qu'ils appuient la candidature de la Française. Mais il faut bien le dire, depuis le début, il y avait quand même un ver dans le fruit avec l'affaire des emplois présumés fictifs des assistants MODEM au Parlement européen ou bien encore les 10 000 € perçus par Sylvie Goulard lorsqu'elle était eurodéputée par un think tank. Le Parlement, qu'est-ce qu'il fait ici? Il exerce son pouvoir souverain. Désormais, les commissaires, eh bien, ils doivent être irréprochables et intègres. Les temps changent. Le Parlement européen a rappelé à Emmanuel Macron eh bien, que l'ancien monde avait vécu. Du côté de l'Élysée, on dénonce ce soir un jeu politique qui touche l'ensemble de la Commission. C'est vrai que depuis des semaines, il faut le dire, il y a eu de très nombreuses tractations politiques entre les différents groupes au sein du Parlement autour de la nomination des différents candidats. Emmanuel Macron qui vient de répondre il y a quelques instants aux journalistes, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il se défausse maintenant sur Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que c'était son choix à elle et qu'elle l'a fait en connaissance de cause, en connaissance des affaires. Étonnant comme ligne de défense. Oui, Bernard Delcros, comment vous voyez ça? L'Élysée qui parle d'un jeu politique à la Commission. Alors, on ne digère pas la nouvelle. Alors déjà, on prend acte de cette décision, puisque Sylvie Goulard avait été effectivement proposée, pressentie, et d'après les propos qu'a tenus le président de la République, d'un commun accord finalement avec d'autres pays pour occuper un portefeuille important, le marché intérieur, la défense, donc un portefeuille très important. La décision de ne pas retenir sa candidature, vous l'avez rappelé, elle s'est appuyée sur deux éléments. La question des collaborateurs parlementaires de Sylvie Goulard, voilà. Et puis une autre enquête sur sa rémunération, mais aussi des enquêtes pour lesquelles aujourd'hui il n'y a pas de condamnation ni de mise en examen. Ceci dit, elle a eu de cesse de le rappeler. Voilà. Bon, en tous les cas, la décision est prise. Donc, moi, d'abord, je regrette cette décision parce que tout le monde s'accorde à dire que Sylvie Goulard avait les compétences pour occuper ce portefeuille. Je regrette le choix qui a été fait de présenter sa candidature puisqu'il n'a pas abouti. Mais là aussi... C'était pas la bonne personne à proposer? Moi, je pense que personne ne remet en cause ses compétences. Mais puisque cette candidature n'a pas abouti, au final, a été rejetée, c'est qu'à un moment, c'était sans doute pas la bonne candidature que la France devait proposer. C'est vrai, le nouveau monde, c'est l'exemplarité puisqu'elle n'a pas abouti. Alors, le président de la République explique qu'il y avait eu des accords qui avaient été trouvés, qui ont été remis en cours de procédure. Je ne peux pas rentrer dans le sujet parce que je n'ai pas évidemment les éléments pour apporter une appréciation à tout ça.
Mais comme sur le sujet précédent, là aussi, j'ai écouté un certain nombre de réactions. Et je pense que c'est dommage d'essayer de faire une utilisation politicienne de cette situation. Je pense que l'utilisation politicienne de cette situation ne rend pas service à la France, tout simplement. Et donc aujourd'hui, il appartiendra à la France de présenter une nouvelle personne. Je pense que non, il eût été préférable de se donner le maximum de garanties en amont pour s'assurer que la personne que l'on propose sera retenue. Et là, le Parlement européen, il exerce son pouvoir souverain. Le Parlement européen est tout à fait indépendant. Voilà. Après, on n'a pas connaissance de toutes les discussions, les concertations, les tractations qui ont pu se tenir entre le moment où on a présenté la candidature de Sylvie Goulard et puis la décision qui a été prise aujourd'hui. Mais je pense que là aussi, notre responsabilité doit nous amener à ne pas essayer de faire une utilisation politicienne de cette situation, parce que je pense qu'on ne sert pas les intérêts de la France, ni de l'Europe, quels que soient les pouvoirs en place et les gouvernements en place. Ça n'est pas le sujet. Là aussi, il ne s'agit pas ni de défendre, ni d'accuser ou de rendre responsable. Il s'agit surtout d'avoir comme ligne de conduite quand même l'intérêt général, l'intérêt de la France, l'intérêt de l'Europe. En tout cas, le ton monte entre les deux parties, on l'a bien compris. Et la suite sera intéressante à observer. Marie. Bernard Delcros, on va maintenant s'intéresser à l'actualité du Sénat. Le texte débattu en ce moment, c'est le projet de loi engagement et proximité. Quentin Calmet, vous suivez cela pour nous depuis l'hémicycle. Et aujourd'hui, sénateurs et sénatrices s'intéressent à l'intercommunalité. Oui, Rebecca, déjà une quinzaine d'heures de débat depuis mardi, date du début de l'examen, consacré à ce texte qui vise à répondre, vous le savez, au blues des maires. Premier malaise des maires examinés dans l'hémicycle depuis mardi, celui des maires des petites communes perdues dans de grandes intercommunalités. Vous savez, ce sont ces grandes structures qui ont été parfois très mal découpées sur le terrain lors des dernières réformes territoriales. Il doit y en avoir aussi dans le Cantal, le département de Bernard Delcros. Et donc ce texte, il contient un titre 1, vous allez le voir avec un petit résumé qu'on a réalisé. Il vise à créer des pactes de gouvernance sur le terrain ou encore à revoir la distribution de certaines compétences afin de mieux intégrer les maires des petites communes. Et donc ça, c'est des sujets, vous vous en doutez Rebecca, qui intéressent énormément les sénateurs. Le Sénat, chambre des territoires, adore débattre de ces sujets et de ces questions de collectivité locale. En 2 jours, on en est à peine à l'article 5 d'un texte qui contient 36 articles. On a examiné il reste encore 560 amendements à examiner sur les 900 déposés. Et le débat est vraiment très très riche dans l'hémicycle. Et il fait du bruit ce débat, on l'entend derrière vous. Merci beaucoup. Quentin, une réaction, Bernard Delcros ? Oui, alors c'est un texte important que j'ai évidemment examiné de près et suivi. Et j'ai quitté l'hémicycle pour vous rejoindre. On vous en remercie. Et plutôt d'ailleurs, j'ai satisfait d'un certain nombre d'avancées. J'ai moi-même réussi à faire voter des amendements sur le sujet. C'est très important ce texte-là. Parce que et effectivement, dans le département du Cantal, comme dans beaucoup de territoires, notamment des territoires ruraux, il y a des toutes petites communes, on a rencontré ce problème-là, ou cette situation, c'est que l'extension des périmètres des intercommunalités issues de la loi NOTRe, et qui ont pris effet au 1er janvier 2017, ont amené à une situation qu'il fallait corriger. Pourquoi ? Parce que quand on avait, je vais vous prendre mon exemple, comme ça, ça sera concret. Je présidais une communauté de communes rurale avec 13 communes. Donc, dans le bureau de la communauté, tous les maires étaient associés. Et donc, les maires, y compris des petites communes, il y avait 13 communes, des petites communes de moins de 100 habitants, une commune de 2000, et il y avait 13 personnes au bureau. Donc, quelle que soit la taille de la commune, quel que soit le nombre d'habitants, tous les maires étaient à égalité, étaient partie prenante de la vie au jour le jour, et pratiquement, ça, de la vie. Pas tout à fait normal. Moi, je trouve ça normal. Était partie prenante de la vie de la communauté, avec l'extension des périmètres. On est dans une communauté avec 60 communes. 60 communes, il n'y a pas 60 personnes dans le bureau. Et donc les maires des communes, et notamment des petites communes, qui ne siègent plus au bureau, ne sont plus partie prenante de la vie de la communauté. Du coup, ils se sentent exclus. Et parce que quand ils siègent au conseil communautaire et qu'il y a 80 ou 100 personnes, eh bien forcément, les choses sont préparées, sont faites. Mais vous entendez l'argument du gouvernement qui ne va pas tout détricoter, il y a aussi une demande de stabilité. Il ne s'agit pas de détricoter, mais ce que amène cette loi, ce qu'on a voté, et d'ailleurs ça correspond aussi à un amendement que j'ai précisé, et j'espère améliorer le texte avec ça, c'est de dire qu'il faut 2 choses. Un, qu'en plus du conseil communautaire, il y ait une conférence des maires qui se réunissent. C'est-à-dire les maires des communes, quelle que soit la taille de la commune, se réunissent régulièrement pour évoquer les orientations, les choix financiers, etc.
Et le deuxième élément important qui a été voté, et là aussi un amendement que j'avais proposé a été retenu, c'est qu'on puisse, en début de mandat, établir ce qu'on appelle un pacte de gouvernance. C'est-à-dire que les maires définissent les conditions de fonctionnement de leur communauté, les solidarités financières, moi j'ai voulu ajouter les solidarités financières, voilà, les choix stratégiques, les solidarités financières pour la durée du mandat. Et ça me paraît très important pour recréer du lien entre l'intercommunalité et les communes membres. Parce que l'intercommunalité, je rappelle que ce sont les communes. Ce n'est pas une juxtaposition de communes, mais c'est quand même les communes qui font l'intercommunalité. Et donc, il est extrêmement important qu'en début de mandat, les maires puissent être associés et qu'on recrée ces liens entre l'intercommunalité et les communes. Et on va parler ruralité, Bernard Delcros, c'est vraiment votre sujet. Vous avez communiqué hier sur les zones de revitalisation rurale. Vous allez nous en parler. On va d'abord s'arrêter sur le point précis des déserts médicaux. L'une des solutions apportées par certains élus, ce sont les maisons de santé. Et dans le cadre de sa tournée des territoires, Gérard Larcher s'est rendu dans l'une d'entre elles la semaine dernière. C'était dans l'Indre-et-Loire. Notre reporter Fabien Riquer y était aussi. Il a suivi ce déplacement. Regardez. À la maison de santé de Neuilly-Pompierre, Anna Adriansen a pris ses marques. Voilà 2 ans que cette sage-femme a quitté la région parisienne pour exercer ici, attirée par un projet collectif. Ce qui m'a donné envie, c'était surtout le fait qu'on soit nombreux et qu'on soit une équipe jeune, qu'on puisse travailler en pluridisciplinarité et qu'on ne se retrouve pas isolés chacun dans notre coin. Une sage-femme, mais aussi 2 médecins généralistes, un chirurgien dentiste ou une infirmière. Ici, ce sont 14 praticiens qui travaillent sous le même toit. La maison de santé a ouvert ses portes en 2017. À l'initiative du projet, le maire de cette commune de 2000 habitants. C'est 1 400 000 € bien sûr d'investissement dès le départ. Et donc il a fallu bien ficeler nos dossiers pour les présenter à la région, à l'Europe, à l'État, au conseil départemental, à la communauté de communes, et puis bien sûr le reste à charge de communes, bien évidemment. La commune a financé 45% du projet sur ses fonds propres et mis gratuitement un terrain à disposition. Le département d'Indre-et-Loire est sous-doté en offre de soins. Pour Gérard Larcher, venu visiter les lieux, ce type de structure est un début de réponse face à la désertification médicale. C'est une des réponses. Une des réponses à la présence médicale et paramédicale. J'insiste aussi sur cet aspect des choses. Face à un sujet, un dossier qui est vraiment un dossier national. S'il n'y avait pas eu un maire, s'il n'y avait pas eu des élus sur le territoire, au conseil départemental, au conseil régional, qui ait soutenu cette volonté, est-ce que d'en haut, les choses seraient venues ? Car si la maison de santé est une réussite, élus et professionnels déplorent les lenteurs administratives. Par exemple, des subventions versées 2 ans après avoir été accordées. Gérard Larcher en appelle à plus de décentralisation afin de renforcer les pouvoirs des collectivités locales en matière de politique de santé. Vous êtes sur la même ligne, Bernard Delcros ? Bien sûr, Gérard Larcher, le président du Sénat, évoque un sujet majeur qui est celui de l'offre de soins dans les territoires ruraux. Et c'est pour cela que hier, nous avons remis et présenté notre rapport au Sénat sur les zones de revitalisation rurale qui aident à installer des médecins en milieu rural qui sont aujourd'hui menacés, puisque 4000 communes vont sortir, si on n'a pas un acte législatif, au 1er juillet prochain. Et donc, nous avons présenté ce rapport sur l'importance des ZRR en milieu rural. Et donc, dans la loi de finances, dans le projet de loi de finances pour 2020, nous allons déposer des amendements pour que ne soient pas abandonnés les dispositifs associés aux zones de revitalisation rurale. Et j'ai bon espoir qu'on arrivera à gagner ce combat qui est extrêmement important pour la ruralité. Et peut-être en quelques secondes, une réaction à cette tournée des territoires que clôture Gérard Larcher ce soir à Sèvres, dans les Hauts-de-Seine. Vous saluez la méthode ? Bien entendu, parce que les sénateurs sont les représentants des territoires. Il ne faut pas l'oublier, nous sommes élus par les élus locaux. Et donc que le président du Sénat, en premier lieu, comme nous le faisons dans chacun de nos départements, toutes les fins de semaine, nous sommes sur le terrain, et que le président du Sénat fasse une tournée des territoires pour prendre le pouls, en quelque sorte, des territoires de France. Je trouve que c'est une initiative tout à fait utile. Gérard Larcher, c'est justement votre sujet. Marie-Pierre Bourgeois, vous avez lu son livre Entretien avec la journaliste du Figaro, Marion Mourgue, 30 ans de vie politique, et finalement, on sait assez peu de choses sur le personnage. Alors, Gérard Larcher, tout le monde le connaît, mais bien malin serait celui qui pourrait dire le connaître vraiment. Un livre, vous l'avez dit, Rebecca, celui de Marion Mourgue, tente de lever le mystère entre le Gérard Larcher intime et le Gérard Larcher politique. Alors, on va d'abord commencer par le Gérard Larcher politique. La première marche est en 1983. Il devient alors maire de Rambouillet dans les Yvelines. Il a tout juste 33
3 ans. 3 ans plus tard, il va rentrer au Sénat en même temps qu'un certain Jean-Luc Mélenchon. Alors ils étaient à l'époque les 2 plus jeunes sénateurs, regardez, on les voit tous les 2 entourés sur la photo. Ils sont vous les avez entourés. Ils sont très jeunes, attendez, attention. Le patron de la France Insoumise, il va rester 20 ans au Sénat. Gérard Larcher, lui, il y est toujours, et pour cause, le Sénat, c'est vraiment la grande passion de la vie de Gérard Larcher. Jugé plus tôt, il va devenir ministre du Travail dans les années 2000, donc un poste plutôt prestigieux. Et là, il se dit immédiatement, la Haute Assemblée, moi, je sais que j'y reviendrai. Donc c'est un vrai plaidoyer pour le Sénat, ce livre, Marika? Alors ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Il rappelle par exemple que les 2 seules fois où la France n'a connu qu'une seule chambre, ça s'est fini par la terreur et un coup d'État. Alors Richard Ferrand, lui, qui est le président de l'Assemblée nationale, il est un peu plus nuancé, on s'en doute. Il explique « Je crois que depuis 1969, le Sénat est resté un peu traumatisé et a toujours l'impression que dès qu'on veut bouger quelque chose, on va lui porter atteinte. » Alors le Palais du Luxembourg, c'est bien, mais il parle aussi d'Emmanuel Macron, Gérard Larcher. Alors le livre, en effet, c'est peut-être aussi et surtout l'occasion de savoir vraiment ce que Gérard Larcher pense d'Emmanuel Macron. Alors c'est une relation qui avait plutôt bien commencé, puis qui après s'est un petit peu dégradée. Gérard Larcher dit d'Emmanuel Macron qu'il est sûr de son intelligence, de son charisme, mais que parfois il y a eu chez lui une certaine forme de distance, comme lorsqu'il déclare qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi. Alors c'est une petite pique, mais c'est comme une pique pas trop méchante, et Gérard Larcher finalement il reste plutôt sympathique avec le locataire de l'Élysée dans son livre, peut-être bien parce qu'à un moment, Gérard Larcher, pendant la crise des Gilets jaunes, il se serait vu Premier ministre. Alors Gérard Larcher dit non, pas du tout, c'est pas du tout vrai. Jean-Louis Barlot, qui est un de ses intimes, lui nuance un peu à la fin du livre « Je ne peux pas croire que mon Gérard ne se soit pas posé la question. Je ne suis pas en train de dire qu'il en avait envie, mais qu'il y a pensé. » Voilà, comprenne qui pourra. D'autres moments sont aussi révélateurs de ces ambiguïtés. Par exemple, sur l'affaire Benalla, Gérard Larcher dit voilà, c'est un vrai bonheur d'être président du Sénat fin juillet 2018. Les gens venaient me parler dans la rue, c'était assez improbable. Alors Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains ici au Sénat, de la même façon, il dit moi je l'ai plutôt senti écartelé entre la préservation de l'institution et sa volonté de ne pas braquer l'exécutif. Et puis le livre parle aussi de l'homme derrière la fonction, Marie-Pierre. Eh bien oui, parce qu'il y a aussi un Gérard intime, par exemple, il va faire parler de sa maîtresse d'école qui disait de lui qu'il était dur à gauler. Alors dur à gauler, je ne sais pas si tout le monde connaît cette expression. Moi, j'avais pas compris quand j'ai lu votre texte. Ça veut dire que c'était un vrai petit garçon très actif, on dirait un hyperactif aujourd'hui. Alors c'est plutôt une qualité quand on aime courir la campagne pour chasser la bécasse et puis pêcher la truite. D'où votre teasing. D'où mon teasing. Et puis il y a aussi un long témoignage de son papa qui est presque centenaire et qui dit qu'il aurait préféré voir son fils ministre de l'Agriculture plutôt que président de la République. Alors c'est intéressant parce que Gérard Larcher, c'est quelqu'un qui a toujours beaucoup verrouillé sa vie intime et c'est une vraie nouveauté, ce petit côté Paris Match. Écoutez l'auteur Marion Moore qui va nous expliquer ça. C'est en tout cas au maximum de ce qu'il veut dévoiler au grand public, c'est-à-dire qu'il reste très pudique sur la sphère privée, sur sa femme, sur ses enfants, sur sa mère. Donc il a dit certaines choses dans le livre, il n'a pas envie d'aller plus loin parce que c'est vraiment son jardin secret, mais il a fait cet exercice de dévoiler le fait qu'il s'était déjà marié avant de rencontrer sa femme, le choix du protestantisme. Alors, toutes ces petites confessions que nous raconte Marion Moore par téléphone qu'on a appelé, ça pose quand même la question, est-ce qu'il faudrait voir dans toutes ces petites confessions intimes une rampe de lancement pour la présidentielle de 2022 ? Alors Gérard Larcher, il fait dans le livre une réponse un petit peu normand, ça tombe bien, il est né dans l'Orne. Il dit « Si les événements et les circonstances politiques le décidaient, j'assumerais, mais ce n'est pas le rêve de ma vie. » Alors va-t-il y aller ou non ? Moi je dois dire que je n'ai pas vraiment compris. Bon, il a quand même clarifié les choses depuis sur RTL, il a quand même été clair. Enfin, j'imagine, non, Bernard Delcros ? Alors d'abord, je n'ai pas lu évidemment le livre de, pas encore. Il est sorti de Gérard Larcher, parce qu'il vient de sortir hier. Mais Gérard Larcher occupe une place importante dans le paysage politique français. Et d'ailleurs, je le dis tel que je le pense, il est tout à fait à la hauteur de cette fonction. Et il est très attaché, il le redit, si j'ai bien compris dans son ouvrage, il est très attaché à 2 sujets. D'abord au bicamérisme. Et je pense que c'est très important. Et peut-être encore plus aujourd'hui avec le quinquennat et la concomitance des élections présidentielles et législatives, puisqu'on a une Assemblée nationale qui s'inscrit dans la continuité de l'élection présidentielle, et puis un Sénat avec des élections des sénateurs qui se trouvent en dehors de cette échéance-là, et puis renouvelées par moitié, et donc
plus de recul et qui mène aussi, comme l'Assemblée, un travail de fond. Donc c'est très important. Et puis il y a un autre sujet sur lequel Gérard Larcher est très attaché et que je partage, c'est un Parlement fort. Parce qu'on est dans une démocratie où la Constitution donne beaucoup de pouvoir à l'exécutif. Donc on a un exécutif fort. Et au regard d'exécutif fort, je pense qu'il est très important d'avoir un Parlement fort également. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est un gage de bon fonctionnement démocratique. Pour aujourd'hui, mais peut-être plus encore pour demain. Et donc, ça pourrait éviter à l'avenir un certain nombre de dérives, d'avoir un Parlement suffisamment fort pour venir équilibrer, je crois que son livre, c'est le contre-pouvoir, pour venir équilibrer l'exécutif. Merci infiniment Bernard Delcros. On a donc un Sénat fort incarné par Gérard Larcher, on a bien compris. Merci également à toutes les trois d'avoir été avec nous. LPL continue tout de suite, c'est Sénat en clair. Et dans Sénat en clair, on continue de s'intéresser à l'événement du jour au Sénat, cette audition ce matin par la Commission des lois de Christophe Castaner. Avant de voir avec nos invités ce qu'il en ressort et si c'est rassurant ou pas pour l'avenir, je vous propose d'écouter un extrait en longueur de cette audition. Il y a eu des signes de radicalisation qui n'ont pas été interprétés au bon niveau et qui n'ont pas fait l'objet du signalement nécessaire. Et donc j'ai demandé à l'ensemble de nos forces, comme le préfet de police, qui l'a fait par note, a demandé à l'ensemble des agents de la préfecture de police de faire en sorte que tous les signes à relever le soient et fassent l'objet d'un signalement. Ça ne veut pas dire, s'il y a des signes, qu'il y a radicalisation. Dans ces signes, il y a le port de la barbe, il y a le refus de serrer la main à des collègues féminines, il y a le fait de présenter une hyperkératose au milieu du front, c'est la tabac, chacun le sait. Il y a le prosélytisme religieux intempestif, il y a la consultation frénétique de sites religieux depuis son poste de travail, il y a la fréquentation notoire de personnes radicalisées, il y a le port d'un voile intégral sur la voie publique pour un fonctionnaire féminin. Ce sont des éléments qui peuvent, après analyse, caractériser la radicalisation. Dans le cas présent de l'auteur, en 2003, aucun signe. En 2013, au moment du renouvellement de son habilitation, aucun signe n'apparaît. Et puis ensuite, il y a des signes qui ont pu apparaître. Nous avons connaissance de signes en 2015. Il y en a peut-être eu d'autres ensuite, l'enquête le dira. Et ces signes-là n'ont pas provoqué le bon niveau d'alerte au bon endroit pour faire en sorte, non pas de sanctionner cet agent, mais de vérifier si effectivement il y avait une radicalisation. Si c'était le cas, de lui parler. Ce sont les consignes de l'IGPN, de prendre d'abord le temps d'échanger, de rappeler ce qui doit être au cœur de l'engagement de nos fonctionnaires, le principe de laïcité, qui est le cœur de notre engagement et qui est notre feuille de route que nous devons mettre en œuvre pour vérifier cela. Et s'il y a effectivement des anomalies, à ce moment-là, je n'hésiterai jamais à sanctionner. Et s'il y a une radicalisation forte, à utiliser tous les process dont nous disposons, et ils sont nombreux, pour provoquer une éviction de cet agent, 1, de son poste de responsabilité, a fortiori s'il est dans le renseignement, 2, de la fonction publique du ministère de l'Intérieur s'il est radicalisé. Et avec nous pour Sénat en clair cet après-midi, Jacques Bigot, bienvenue. Bonjour. Vous êtes sénateur socialiste du Bas-Rhin, vice-président de la Commission des lois. Martin Lévrier, bienvenue à vous également, bonjour. Sénateur La République En Marche des Yvelines. Céline Pina, bienvenue, essayiste, bonjour. Fondatrice du mouvement Vivre la République et auteur de Silence coupable. Jean-Michel Schlosser, bienvenue à vous également, sociologue et ancien policier des renseignements généraux. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Jacques Bigot, est-ce qu'à l'issue de cette audition, vous pouvez nous dire et dire à nos téléspectateurs, on peut être un peu rassuré? On peut jamais dire qu'on est rassuré. Et je pense que tout le monde était persuadé, y compris à la préfecture de police, que ce qui est arrivé ne serait pas arrivé. Donc non, je crois que le ministre a dit clairement, les risques ont changé. Ces risques-là, ce sont des risques d'individus qui vont sur des sites et qui se radicalisent. On ne sait pas s'ils se radicalisent tout seuls ou s'ils se radicalisent par le biais d'intervenants, d'imams ou d'autres. Hein, c'est un vrai sujet. Moi, j'ai vécu, parce que je suis strasbourgeois, ce qui s'est passé au marché de Noël en décembre dernier. Et ce jeune shérif Shekat, on sait qu'il était suivi par la justice depuis des années pour des petites délinquances, etc. Donc, j'étais rassuré pour savoir si vous aviez eu plus de réponses que de questions à l'issue de cette audition. Mais je pense qu'on a toujours autant de questions. Ouais. Mais le ministre lui-même a autant de questions. Donc je ne vais pas reprocher au ministre de ne pas avoir répondu à des questions. Il a beaucoup de questions. Alors on nous a dit... Il y a d'autres sujets sur le rôle de contrôle du Parlement par rapport à l'exécutif qui doivent être un peu plus clairs. Par exemple, que lorsqu'un de mes collègues lui a demandé est-ce qu'on pourrait savoir quelle est la fiche de poste de l'auteur des actes,
savoir jusqu'où il pouvait aller, dans quelles conditions. Là, la réponse du ministre a été oui. Et puis dans la foulée, la réponse de M. Nunes, qui est quand même quelqu'un de la maison, et pas un pur politique, à dire non, on ne peut pas. Et donc moi je pense qu'il y a un problème à un moment donné, alors que ce soit peut-être dans le cadre d'une commission d'enquête ou que ce soit la délégation au renseignement, il est important qu'il y ait une clarification là-dessus. On a besoin. Et je pense que la population a besoin de ça aussi. C'est-à-dire que comment est-ce que l'on organise le contrôle de l'exécutif, quel que soit cet exécutif, parce que derrière l'exécutif, il n'y a pas que le ministre, il y a toute une administration. Je pense qu'il est logique. Et qu'on ne dise pas aussi, il y a une enquête judiciaire. L'enquête judiciaire, elle vise la question du terrorisme et pas la question de l'organisation interne de l'administration. Martin Lévrier, est-ce que, à l'issue de 3 auditions cette semaine de Christophe Castaner, c'est normal qu'on se dise on a toujours autant de questions, on a finalement assez peu de réponses? D'abord, un petit mot pour penser aux victimes de ce terrible moment, aux victimes indirectes qui sont l'ensemble des policiers qui souffrent quand même dans leur cœur de ce qui s'est passé. Il faut y être très, très vigilant, pardon. Ensuite, sur un fait aussi grave et aussi brutal, avoir les réponses immédiates et une vérité définitive dans la minute, c'est illusoire. Et je vous rejoins totalement sur ce que vous avez dit et sur le fond que l'ensemble de ce qui fait une démocratie doit agir, doit travailler, doit avancer ensemble pour trouver les bonnes solutions ou les moins mauvaises en tout cas. Et donc les commissions d'enquête, bien sûr, sont utiles dans ces cas-là. On a vu que le président Bas a annoncé ce matin que finalement il n'y aurait a priori pas, je ne veux pas être trop loin de commission d'enquête derrière, parce que les ministres avaient répondu de façon la plus claire possible et précise. On en est là aujourd'hui et face à un tel drame, il faut se poser des tas de questions, mais ne chercher des boucs émissaires dans l'homme politique ou dans le responsable administratif me paraît illusoire et la pire des réponses qui soit. Alors pour alimenter cette discussion, je voudrais qu'on rejoigne Tam Tranui avant de vous laisser la parole. En salle des conférences du Sénat, Tam, vous êtes avec Dany Wattebled, le sénateur Les Indépendants, a posé ce matin une question sur l'imam de Gonesse qui aurait pu influencer Mickaël Harpon. Tam, le sénateur, a-t-il, lui, été convaincu par les réponses ? Dany Wattebled, vous avez interrogé ce matin le ministre de l'Intérieur sur la présence d'un imam radicalisé dans la mosquée de Gonesse. Cet imam avait eu une obligation de quitter le territoire. Finalement, il ne l'avait pas fait. Est-ce que vous avez été satisfait par la réponse du ministre sur ce sujet ? Alors la réponse a été très claire. Entre pouvoir et devoir, toute la nuance est dans la loi française. Puis cet imam apparemment était marié, avait un enfant en France et il n'était pas possible de lui enlever ce titre de séjour. Il est même passé en commission préfectorale sur laquelle notre collègue Jacqueline Eustache-Brinio, sénatrice Les Républicains, a bien expliqué ce qui s'était passé. Effectivement, elle a justifié cette décision car le droit doit s'appliquer, même s'il y a des soupçons, même si en l'occurrence elle avait fait un signalement. C'est toute la complexité entre le droit français et ce qu'on voudrait faire de façon plus ferme par rapport à des gens qui sont un petit peu radicalisés, même beaucoup. Oui, justement, est-ce que c'est pour vous le sujet que vous pointez du doigt aujourd'hui? Est-ce qu'il faut adapter notre droit à toutes ces situations limites pour être plus sévère envers des individus radicalisés, notamment dans la fonction publique, lorsqu'on prend le cas de Mickaël Harpon? Je pense oui, parce que le radicalisme passe surtout par les médias, bien sûr, tout ce qui est Internet, et surtout aussi par des prêches, ou par des gens qui prêchent une parole qui n'est pas la vraie parole de l'islam tolérant. Donc on revient plutôt dans l'islam conquérant politiquement, avec une haine dans les discours, et tout se passe là. Et donc je pense qu'il y a plusieurs objets à faire. C'est de regarder, bien sûr, ce que l'on a dans nos mosquées. Est-ce que c'est une prêche tolérante? Est-ce que c'est une prêche de conquête ou agressive et haineuse envers la France? Et c'est le gros débat. Qu'est-ce que l'on veut demain pour une vraie laïcité? Mais est-ce que toute personne radicalisée doit nécessairement être doit être envoyée de son travail si elle est dans la fonction publique? Et comment est-ce qu'on fait? Toute personne radicalisée n'est bien sûr pas un terroriste en puissance non plus. Exactement, on peut être radicalisé et sans passer forcément à l'acte, comme on a vu malheureusement avec une pensée pour la famille de nos 4 agents et aux enfants, mais surtout regarder aux points sensibles. Parce que là, tu es quand même au cœur du réacteur, dans un service quand même très sensible. Oui, dans un service comme celui-là, voilà. On ne peut rien tolérer. Je pense que là, on ne doit pas tolérer. Et surtout, c'est le degré de prise de conscience de la radicalisation. Parce que on peut être radicalisé à des degrés différents, vous voyez ce que je veux dire. Et il y a eu plusieurs signes d'alerte qui n'ont pas été remontés de façon effective, écrite. C'était plutôt oral, il se peut. Voilà, il y avait des propos sur Charlie Hebdo, il y a eu d'autres choses. Donc on n'a pas été au bout de la chaîne. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une question de réfléchir. Dans les organes sensibles des ministères ou de l'administration, il faudra être très attentif à ces choses-là. Eh bien, merci beaucoup, Dany Wattebled, d'avoir répondu à mes questions.
Merci beaucoup, Tam. Céline Pina, que vous inspire tout cela? On a l'impression que c'est quand même bien compliqué d'avoir des réponses et des actes concrets. Sincèrement, ça me met extrêmement mal à l'aise parce qu'il me semble qu'il y a au moins un certain nombre de choses sur lesquelles on pourrait avancer. Il y a des questions assez précises qui ont été posées. On sait très bien, déjà, moi j'ai commencé par aller regarder la littérature que le gouvernement, celui-là ou les autres, mettent en place en ce qui concerne la radicalisation. Premier point, la radicalisation n'est jamais définie. C'est un flou absolu. Donc ça va être compliqué de dénoncer des phénomènes de radicalisation alors que l'État lui-même ne dit pas ce qu'est pour lui la radicalisation, quels sont les signes les plus concrets, les plus faciles à percevoir, mais surtout, au-delà de ça, on en est aujourd'hui à demander à la société de faire le travail que l'État refuse de faire. Je vous donne des exemples très simples. Par exemple, si on parle de radicalisation, est-ce qu'une femme voilée entièrement est une femme radicalisée? Probablement. Or, aujourd'hui, par exemple, pour accompagner les sorties scolaires, rien n'empêche une femme complètement voilée d'y aller. C'est laissé au bon jugé, par exemple, du directeur ou de la directrice d'école. Ouais. Or, dans la mesure où c'est du temps scolaire, il suffirait, par exemple, que le ministre prenne ses responsabilités et dise « le temps scolaire, c'est le temps scolaire, donc on est dans une période de neutralité absolue, donc ce sera comme ça ». Or, le ministre ne le fait pas et demande aux échelons intermédiaires de prendre, elles, leurs responsabilités. Ça ne peut pas marcher. Il donne du cas par cas et c'est ça, ça ne peut pas marcher. Sur des questions comme ça, on ne peut pas faire du cas par cas. Or, ce qu'on voit, c'est deux phénomènes. C'est d'abord l'absence de définition précise, c'est l'absence de procès, si vous voulez dénoncer à qui, comment, de quelle manière, mais c'est surtout derrière l'absence de suivi. Vous n'avez jamais aucun contrôle, on met en place des dispositifs, personne ne va voir s'ils sont efficaces, s'ils sont efficients, s'ils sont utilisés, personne ne va voir s'il y a besoin de personnel ou si on en a trop. Il n'y a pas de vérification qui est faite. Donc on a un vrai problème aujourd'hui. Moi, j'entends tout ça. Non, je ne suis pas rassurée. Je ne suis pas rassurée parce que je vois, j'allais dire, un gouvernement refuser de prendre ses responsabilités et de commencer par nous répondre. Moi, j'ai des questions très précises à poser. Cette mosquée de Gonesse, moi, je peux vous dire que ce n'est pas une mosquée tolérante qui accueille un islam. Je peux vous dire que l'actuel dirigeant de la mosquée, M. El Ouari, appartient aux frères musulmans. Il a des responsabilités à l'UOIF, dans un certain nombre d'organismes. Les frères musulmans, par exemple, qui sont quand même un organisme dans lequel l'idéologie dit elle-même que les juifs, les homosexuels devraient être éliminés, que les koufars n'ont pas vraiment droit de vivre, qui est une idéologie qui a été très pro-hitlérienne même après la guerre, qui est une idéologie qui est très raciste, qui est très violente, qui n'accorde pas l'humanité à tout le monde. Ils sont sur notre territoire, ils ont un certain nombre de représentants. Alors, ils sont quoi? Il faut les interdire, pas les interdire, les combattre, pas les combattre. Qui doit-on dénoncer? Comment? Alors, on va terminer ce tour de table avec vous, Jean-Michel Schlosser. Comment l'ancien DRG voit tout cela? C'est vrai qu'on le sait, tout ça, on a les infos? On a les informations, les services spécialisés, les services de renseignement ont évidemment les informations. Maintenant, lutter contre la radicalisation, ça ne se fait pas en un mot ni en un acte. Pour reprendre ce que vous disiez, j'abonde parfaitement dans votre discours. Sur l'évaluation des mesures, c'est toujours très difficile parce que malheureusement, pour l'instant, on ne peut réellement évaluer les mesures qu'après, je dis bien encore une fois malheureusement, le passage à l'acte. Il est difficile de dire si les mesures prises vont aller dans le bon sens ou ne vont pas aller dans le bon sens, dans la mesure où, effectivement, quels sont les signes de la radicalisation? Est-ce que ces signes apparents vont véritablement conduire à un passage à l'acte ou pas? On est proche des droits de l'homme et du respect des religions. Sur la volonté politique et sur il faudrait, vous disiez que le gouvernement prenne position. Oui, il faudrait que le gouvernement prenne position. On l'a vu déjà un début avec le discours de Monsieur le Président de la République. Mais il y a un risque aussi. C'est que où est la démocratie? Où est la limite de la démocratie? Parce que ça veut dire que si le gouvernement prend position, il prend position en fonction de son idée à lui de ce qu'est la radicalisation. Est-ce que ça va convenir à tout le monde dans une période où on sait très bien que les Français sont très fractionnés là-dessus? C'est un débat qui est encore une fois délicat, même au niveau institutionnel et constitutionnel. Je voudrais qu'on regarde un autre extrait de cette audition ce matin au Sénat. Le ministre de l'Intérieur répondait à une question du sénateur LR François Grosdidier et lui, il relativise le sentiment d'échec qu'on peut avoir parfois face à l'ennemi. Écoutez. Oui, on a un temps de retard avec l'ennemi quand on est frappé, parce qu'on parle évidemment de ceux qui nous frappent. Mais je l'ai dit tout à l'heure, nos services, et je dis nos services parce que j'en fais pas un cocorico personnel, ce serait totalement vulgaire, nos services
tous les jours, ont un temps d'avance sur l'ennemi. Tous les jours. Mais évidemment, ils ne sont pas à 100%, on l'a vu jeudi. Et donc, il nous faut être meilleurs sur ce sujet-là. Alors peut-être, je me retourne à nouveau vers vous, Jean-Michel Schlosser, on n'est pas si dépassé que ça ? On n'est pas si dépassé que ça, mais le but serait toujours, comme le dit Monsieur le ministre, d'avoir un temps d'avance. Est-on certain d'avoir systématiquement un temps d'avance ? C'est évidemment la question qui se pose et qui se pose crûment face à l'événement qu'on vient de vivre malheureusement. Et puis je dirais, ça dépend sur quoi. Je pense qu'en matière de lutte contre le terrorisme, ce gouvernement, comme les précédents, agissent. Là-dessus, j'ai très peu de doutes. En revanche, le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, ce gouvernement, comme les précédents, ne sait pas qui il est, ne sait pas où il habite. Par exemple, la question de la radicalisation, elle est différente selon qu'on prend quelqu'un qui est radicalisé dans la vraie vie et quelqu'un qui est fonctionnaire, voire qui est fonctionnaire au service, j'allais dire, d'un service régalien, donc qui est chargé de nous protéger, y compris physiquement. Bien sûr que à l'armée, dans la police, mais aussi dans l'éducation nationale, avoir du personnel radicalisé, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que l'État n'est pas neutre. Pourquoi est-ce que nous sommes citoyens ? Pourquoi est-ce que nous partageons un monde commun ? Parce que nous avons un certain nombre de valeurs. Les valeurs en commun, c'est par exemple l'égalité au-delà de la race, au-delà du sexe, au-delà du statut social. C'est une certaine idée de la liberté, c'est une certaine idée de la laïcité. Tout ça, c'est ce qui donne la légitimité de notre gouvernement à agir. Donc il n'est pas neutre. Et à un moment donné, oui, on peut être beaucoup plus exigeant sur ces fonctionnaires. Et oui, aujourd'hui, quand on me dit il y a 15 personnes qui sont suivies, par exemple, à la préfecture de police de Paris, je dis non. Ces gens-là ne doivent pas être suivis, ces gens-là doivent être révoqués. Et si on n'a pas les moyens de le faire aujourd'hui, parce qu'ils sont dans des endroits qui impactent notre sécurité et la sécurité de l'État, alors il faut réfléchir et permettre aux droits de le faire. Et on peut le faire dans un cadre très précis, qui est celui des fonctionnaires, parce que justement, leur positionnement est différent. Et pour autant, dire qu'une autre personne dans une autre catégorie, oui, on va peut-être la surveiller ou la regarder, mais voilà, tout dépend de l'endroit où on agit et où on est positionné. Jacques Bigot. Oui, je crois qu'on a un exemple en ce qui concerne l'auteur de ces faits dramatiques. La préfecture de police nous a dit, on sentait qu'il devenait de plus en plus pratiquant de sa religion et il refusait notamment de serrer la main aux femmes, etc. Or, il y a des codes institutionnels. Moi, je ne conçois pas ici de voir un sénateur refuser de serrer la main d'une collègue sénatrice. C'est inconcevable. C'est un code institutionnel. Donc à un moment donné, si ma religion m'empêche de respecter les codes institutionnels, je ne suis plus dans cette institution. La laïcité, c'est ça aussi, la neutralité. Ça commence par des détails de cette nature. Alors, sur la question de l'accompagnement des enfants lors des sorties de classe, c'est un peu plus compliqué. On peut dire effectivement le gouvernement, on doit y avoir prochainement une proposition de loi qui va être débattue là-dessus. C'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a des endroits où personne n'envisagerait d'ailleurs de laisser des enfants partir en sortie scolaire avec une femme voilée. Il y a des endroits par contre où, heureusement qu'il y a des mamans, alors le voile intégral est autre chose, qu'il y a des mamans qui montrent leur pratique religieuse parce qu'elles accompagnent aussi leurs enfants dans l'école de la République. Donc c'est un peu plus compliqué que ça. Et notre vrai problème, c'est les institutions de la République. Mais moi, si effectivement la hiérarchie de la préfecture de police a accepté que cette personne refuse de saluer des femmes parce que sa religion lui interdit, c'était un moyen quand même de lui dire là, on ne respecte pas les règles républicaines, les codes et la laïcité. Justement, il y a eu un échange un peu houleux entre le secrétaire d'État Laurent Nunez et le sénateur Colomba sur cette question. Quels sont les moyens des services publics lorsqu'ils détectent un homme ou une femme radicalisée ? Je voudrais qu'on écoute la réponse de Laurent Nunez et je vous laisse la parole, Martin Lévrier. Quand il y a des détections de radicalisation dans les services publics, dans l'administration, auprès des forces de sécurité intérieure, le cas est traité, analysé, on évalue cette radicalisation. Si elle est réelle, il y a des mesures qui sont prises et on utilise encore une fois toutes nos possibilités. Il peut y avoir la procédure disciplinaire, c'est une possibilité. Il peut y avoir également, et vous l'avez cité, effectivement, ce que vous avez appelé la mutation dans l'intérêt du service.
Mutation dans l'intérêt du service en cas de personnes radicalisées. Ça pose des questions. Mais tout dépend du degré de radicalité. Et c'est là toute la difficulté, selon moi, de nos propos de définition. Et attention de ne pas remplacer la justice. Si le gouvernement se met à décider de lui-même ce qu'est la réalité et la capacité à juger de la radicalité, attention, pourquoi pas demain une police politique. Il faut être très très prudent sur ce genre de sujet. Et donc ils sont très difficiles. Moi, je reviens un peu sur ce que vous dites tout à l'heure sur quand même, vous dites définir un mot, ça n'est pas instruire une police politique. Faites très attention aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'action publique doit se faire sur des bases définies. Je veux dire juste par là. Quand on dit une politique, on dit où on va et pourquoi on y va. Une politique, c'est le principe même. Mais ensuite, là, on parlait de personnes d'information qu'on donnerait sur un de ses confrères, par exemple, qui pourrait conduire à annoncer une radicalisation. C'est une somme d'informations qui pourrait aussi être de la délation. Donc attention aux deux mots qui sont très différents l'un et l'autre. Et donc, quand on parle de radicalisation, je comprends qu'il y ait différents strates, parce que j'oserais pas dire qu'il y a différents degrés de radicalité, mais il y a peut-être des points sensibles et une vraie radicalité. Et une mutation peut rendre service, si on n'est pas complètement radicalisé, alors qu'une sanction définitive... Rendre service à qui alors? À la personne qui est en train de et au service, et aussi à la personne qui, si elle est déplacée, peut être peut-être dans un nouveau contexte qui lui évitera d'être radicalisée. Parce qu'on tombe aussi dans un autre problème, on en a parlé un peu tout à l'heure, de la jeunesse, etc. Et moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, ce sont tous ces jeunes qui ne suivent plus d'instruction, qui n'ont plus de culture, quelque part, donc ils sont le terreau même de cette radicalisation, qui vont dans des mosquées salafistes ou ailleurs, où là, qui leur donne un sens à leur vie et auquel on fait croire monts et merveilles, je mets bien des guillemets à ce que je viens de dire, mais auxquels ils vont croire et qui vont se radicaliser parce qu'ils n'ont pas cette culture. Et finalement, un des premiers points, et je reviendrai juste là-dessus, c'est peut-être ce qu'a fait le ministre Blanquer dès le départ, dans les écoles dès le départ, de tout faire pour bien éduquer en réduisant le nombre d'élèves pour qu'au moins on apprenne des choses. Ça, on verra le résultat dans 20 ans, mais il fallait le faire. Jean-Michel Chausser, oui. J'ai peur qu'on soit en train de traiter de façon administrative, entre guillemets, un problème qui est réellement national et sociétal. Qu'on soit à l'intérieur d'une sortie scolaire ou à l'extérieur d'une sortie scolaire, à l'intérieur du sanctuaire, entre guillemets, de l'école ou à l'extérieur, la radicalisation est là. Évidemment, le fait récent, c'est la préfecture de police, et pas n'importe quel service de la préfecture de police, la DRPP, et pas n'importe quel service à l'intérieur de la DRPP. Le problème, c'est que le droit de la fonction publique aujourd'hui ne permet pas de sortir ces gens du système, mais quand bien même il le permettrait. Ça va faire quoi? Ça va faire qu'au niveau de la vulnérabilité vis-à-vis du service, certes, il y a la personne est évacuée. Mais ça n'évacue pas le radicalisme. Et je dirais même qu'à la limite, c'est peut-être remettre quelqu'un dans une forme de liberté, dans la nature, où il est susceptible de poursuivre sa radicalisation vers un passage à l'acte, étant entendu qu'en plus, il peut y avoir la frustration d'avoir été sorti, donc de faire l'objet... selon, bien évidemment, le terme très à la mode et trop à la mode d'amalgame, qui peut le conduire justement à un passage à l'acte. C'est une question qu'il faut se poser et ne pas régler simplement le problème d'un point de vue administratif, mais de l'envisager sous son angle sociétal et sociologique complètement. Justement. Et puis, il faut travailler très en amont, c'est-à-dire que... il y a aussi la question du risque de radicalisation. Cet homme était dans la fonction publique depuis 2003. Il vient de Martinique, rien ne pouvait laisser supposer qu'il allait se radicaliser. Mais à partir du moment où, dans son comportement religieux, il commençait à avoir des comportements qu'il n'avait pas au préalable, on peut à ce moment-là se dire, là, il y a peut-être un problème, il y a un risque de radicalisation. Mais comme d'autres terroristes, on a bien remarqué, notamment parmi les terroristes délinquants, qui étaient des délinquants ordinaires, et qui ont trouvé dans la radicalisation, à un moment donné, un sens à donner à leur vie, y compris jusqu'à se sacrifier humainement. C'est extraordinaire. Je pense qu'il y a un ce risque de radicalisation, c'est très en amont qu'il faut arriver à l'identifier, sans pour autant culpabiliser la personne. Je crois que c'est très très compliqué. Il faut être très modeste de ce point de vue. Je pense qu'il y a un terme très clair et qui montre la fuite en avant dans laquelle on est. C'est simple, on est en train de parler de radicalisation parce qu'on ne veut pas parler d'islamisme, parce qu'on essaie d'élargir la focale, parce que c'est très très gênant de nommer ce qui nous attaque et ce qui nous combat. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette attaque, elle se déroule à deux niveaux. Il y a un niveau d'ensemencement des têtes, et cet ensemencement des têtes qui est dirigé
sur une communauté particulière, amène à essayer de mettre en place, j'allais dire, des sociétés séparatistes, où les gens vivent selon leurs logiques, selon des logiques communautaristes. Ça, c'est un premier problème. Et on a un deuxième problème, qui est celui du terrorisme. Les deux problèmes, bien entendu, ne sont pas superposables et ne sont pas égales. Quelqu'un peut très bien mettre en l'air toute une société de par ses agissements sans jamais passer au meurtre. Donc là-dessus, on a un premier point aveugle. Deuxièmement, on peut aussi très vite... Pourquoi les gens ne dénoncent pas? Pourquoi il n'y a pas de signalement? Eh bien, regardez ce qui se passe quand vous êtes un lanceur d'alerte. On vous traite de raciste, de fasciste, même quand vous pesez tous vos mots, et d'islamophobe. Comment voulez-vous que des gens qui, eux, sont en fonction et peuvent être sanctionnés, osent ouvrir la bouche? Ils ne peuvent pas. Et on doit s'arrêter là. Merci à tous les quatre d'avoir participé à Sénat en clair. Avec nous pour le grand débat d'Allons plus loin, Maya Kadra, bienvenue. Vous êtes journaliste, vous avez notamment travaillé pour L'Orient le Jour, vous avez obtenu le prix du journalisme francophone dans les zones de conflit pour votre reportage sur les réfugiés syriens. Et vous êtes professeur à l'IPAG, Institut de préparation à l'administration et à la gestion. Nous attendons également Renaud Girard, mais Guillaume Perrier est avec nous, journaliste spécialiste du Moyen-Orient, auteur de Dans la tête de Recep Tayyip Erdogan. Et enfin Richard Verlier est également avec nous, correspondant à Paris du quotidien suisse Le Temps et spécialiste des questions européennes et internationales dans leur ensemble. Merci beaucoup d'être ici. Si on doit un peu interpréter ce qui se passe, peut-être Maya Kadra, vous d'abord, finalement la Turquie a fait ce qu'elle a toujours rêvé de faire, en tout cas depuis longtemps, et Donald Trump lui a juste donné une occasion rêvée, c'est comme ça qu'on peut dire, une décision totalement inconséquente de Donald Trump. Oui, mais l'effet de surprise, je pense qu'il est un peu amplifié par les médias parce que Donald Trump a déjà annoncé cette mesure il y a 9 mois et ça a mené à la démission de Jim Mattis, qui était le ministre de la Défense. Donc on s'attendait à tout ça et le rêve d'Erdogan, c'était depuis longtemps d'avancer de 30 km dans le territoire syrien. Donc ceux qui suivent vraiment le dossier syrien et ce qui se passe au niveau de cet équilibre régional, militaire et sécuritaire en Syrie, ils s'attendaient à de telles mesures parce que le retrait américain a commencé en décembre 2018. Alors pourquoi ce coup d'accélération? Alors pourquoi soudain? Il n'y a pas de coup d'accélération, mais c'est surtout une grande déception pour les Kurdes qui se sont battus avec beaucoup de vaillance contre Daesh et contre tous les djihadistes dans le nord de la Syrie. Donc c'est ça le grand effet de surprise. C'est plus un sentiment de trahison, mais en même temps, ça s'inscrit dans le processus de la paix, enfin paix entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de véritable paix en Syrie, et de tous les pourparlers qui se sont passés à l'ONU, notamment entre le régime syrien et toutes les factions fréristes et les groupes de l'opposition syrienne. Ils se sont mis d'accord sur une nouvelle constitution syrienne. Et donc, ça, c'était l'antichambre un peu de tout ce qui se passe maintenant. On s'attendait donc à ce retrait américain. Il y a toujours dans les 200 soldats américains dans le nord de la Syrie, dans les zones kurdes, contrôlées par les Kurdes et par les Turcs. Mais on s'attendait à tout ça. Mais justement, Guillaume Perrier, cette zone tampon que souhaite créer Erdogan, la Turquie, est-ce que ça, c'est un prétexte ou est-ce que ça a de vrais fondements? On parle d'une zone tampon, d'une zone de sécurité où la Turquie voudrait accueillir les 3,6 millions de réfugiés syriens. C'est un prétexte? C'est bidon, pour le dire vulgairement? Non, c'est pas bidon, c'est une réelle ambition du côté turc. Alors, l'ambition n'est pas d'accueillir 3,6 millions de réfugiés. Il a parlé de relocaliser 2 à 3 millions au maximum. D'abord 1 million. L'ambition de la Turquie, si vous voulez, c'est effectivement de coloniser, disons les choses, le nord de la Syrie, d'y installer son pouvoir, d'y installer des milices qui lui sont favorables, et de construire des villes entièrement sorties du ex nihilo du sol pour reloger un certain nombre de réfugiés syriens qu'elle accueille sur son sol. Alors, de réfugiés d'ailleurs, employons les bons mots, les Syriens ne sont pas des réfugiés en Turquie. Réfugiés, c'est un statut protecteur. En Turquie, ils n'en ont pas le statut. Ce sont des invités temporaires. Et justement, c'est ce qui explique aussi pourquoi la Turquie, les invités temporaires, aujourd'hui, elle veut les raccompagner à sa frontière. Si vous voulez, l'opinion turque, toute tendance politique confondue, est aujourd'hui, comme en Europe, très hostile à l'accueil des migrants syriens. Ça coûte très cher à l'économie turque. Et donc aujourd'hui, il y a un impératif interne pour Recep Tayyip Erdogan qui est de renvoyer les Syriens dans leur pays, plus que l'impératif sécuritaire qui est brandi contre les Kurdes. Avec des intérêts très personnels, Renaud Girard, puisque vous venez de nous rejoindre, grand reporter au Figaro, spécialiste des questions internationales, auteur de Quelle diplomatie pour la France, est-ce qu'on peut y voir aussi, et on l'entend assez peu, mais est-ce qu'il y a ça derrière les intentions d'Erdogan de se refaire une santé politique parce qu'il est fragilisé en interne? Oui, effectivement.
de faire une opération militaire, en tout cas de montrer des images des chars turcs qui pénètrent dans cette région. Donc là, on est à l'est, si vous voulez, de Kobané. C'est une région qui est extrêmement plate, hein, c'est plat comme l'Île-de-France, donc c'est assez facile de pénétrer avec l'armée turque. Évidemment, ça fait un petit cocorico turc, ça passe en boucle sur les télévisions d'État turques et ça peut le consolider. Ceci dit, c'est pas de tout repos parce que les 70 000 soldats du YPD, enfin des forces kurdes, vous savez, c'est progressiste. Tout le monde connaît les femmes là, qui ne portent pas le voile, qui sont aussi dans des brigades de femmes. Il y a aussi des hommes. Hein. C'est surtout des hommes, mais il y a quelques femmes. C'est évidemment une armée, évidemment. On finit par l'oublier. Une armée entièrement, enfin surtout composée d'hommes, de peshmerga, de combattants, mais il y a aussi des unités féminines. Et on en parle beaucoup en ce moment avec le film de Caroline je disais Forest. ça simplement pour montrer que c'était des gens qui n'étaient pas. C'était pas du tout des islamistes, contrairement aux frères musulmans Erdogan, ou contrairement aussi aux islamistes que Erdogan a l'intention de mettre dans cette zone du nord de la Syrie, puisqu'il emmène avec lui 18 000 combattants qui sont pour la plupart membres des rebelles syriens d'obédience islamiste, qu'on a vu déjà à l'œuvre d'ailleurs à Afrin. Afrin, c'est l'ouest, n'est-ce pas, de cette bande nord, tout à fait de l'ouest, que Erdogan a reconquis un peu plus d'1 an. Mais ça ne va pas être facile parce qu'il y a un retournement de l'opinion américaine en ce moment, après que Trump semblait lâcher complètement les Kurdes syriens. Et là, non seulement les démocrates, mais les républicains américains se sont rebellés, se rebellent contre Trump, et Trump va devoir céder. Et il est en train de céder. Et c'est lui, il a le pouvoir de signifier la fin de la récréation à Erdogan. Richard Verly. Oui, d'abord une mauvaise phase politique pour Trump quand même, parce que tout à l'heure vous disiez que tout cela était prévu, qu'on pouvait s'y attendre. La réalité, c'est qu'en ce moment, il n'a pas la main, Donald Trump. Les décisions qu'il prend, c'est en train de lui retomber dessus gravement. On pense évidemment à la conversation téléphonique avec le président ukrainien, et cette décision, comme le disait Renaud, on voit bien qu'il y a un mouvement aux États-Unis, parce qu'il ne faut quand même pas oublier une chose, c'est que les Kurdes ont un vrai réseau international, ils ont des amis bien disposés dans un certain nombre de pays qui vont évidemment s'activer pour défendre leur cause. L'autre considération, c'est l'Europe. Et là, je dois dire que c'est quand même tragique de voir que l'Europe semble totalement prise au dépourvu, y compris la France qui pourtant a des forces spéciales sur le terrain. Alors que s'est-il passé? Est-ce qu'en réalité, c'est toujours très difficile de savoir ce qui se passe vraiment, est-ce qu'en réalité les services français étaient informés de la décision de Donald Trump et qu'en fait les interventions d'Emmanuel Macron, etc., sont quelque part un peu coordonnées, ou est-ce que vraiment la France a été prise au dépourvu devant l'attitude de son allié américain? Et dans ce cas, c'est grave, ça prouve une fois de plus, d'autres conflits l'ont montré, on pense au Vietnam il y a de nombreuses années, on pense à l'Afghanistan, on pense à l'Irak, eh bien il ne faut pas faire confiance à l'allié américain. Alors sur le plan diplomatique, la Turquie s'est en effet attiré les foudres de tous, des occidentaux de la coalition et même de ses proches alliés. Paris a convoqué en urgence un conseil de sécurité de l'ONU, il a convoqué l'ambassadeur de Turquie, l'Union européenne menace de couper les financements de la Turquie, des sénateurs américains proposent des sanctions draconiennes, alors là ce sont les mots, qu'en est-il des actes? Faut-il sanctionner très concrètement la Turquie et si oui, comment? Je vais vous poser la question dans un instant, on va d'abord s'interroger sur ce point avec Christian Cambon qui est en salle des conférences avec vous, Tam Trani, président de la Commission des Affaires étrangères au Sénat. La communauté internationale est unanime pour condamner la Turquie. Faut-il aller plus loin? Faut-il passer aux actes? Et comment sanctionner la Turquie? Déjà, c'est une condamnation que nous reprenons à notre compte parce que cette décision est absolument incompréhensible. Elle aura des conséquences tragiques pour cette région, alors que la coalition avait tenté d'apporter un peu d'apaisement dans cette région. La décision de M. Erdogan d'envahir cette bande de la frontière nord de la Syrie est un élément qui vient perturber et créer beaucoup de dangers et de perturbations dans cette région. Et donc nous la condamnons bien évidemment, comme le monde entier la condamne. Et j'ajoute une incompréhension de la part de la position du président américain,
et qui, une fois de plus... qui a eu des propos assez surréalistes, disant que les Kurdes n'ont pas aidé les États-Unis lors du débarquement en Normandie. Comment est-ce que vous jugez ces propos? Et les Turcs non plus, du reste. Donc... je trouve que c'est des, des propos qui n'ont aucun sens, qui ne sont pas dignes du chef d'un grand pays comme les États-Unis. Selon vous, faut-il exclure la Turquie de l'OTAN ou suspendre sa participation? C'est ce qu'estime l'ancien président de la République, François Hollande. Écoutez, moi je pars demain à Londres pour l'Assemblée parlementaire de l'OTAN et donc je vais interpeller le secrétaire général de l'OTAN dimanche matin au cours de la session, M. Stoltenberg, pour lui demander ce qu'il compte faire en tant que responsable de l'OTAN. On ne peut pas continuer comme ça, des doubles langages et des attitudes qui sont évidemment contraires au droit international. Déjà, nous avons déploré que la Turquie s'invite dans les eaux territoriales de Chypre en mer Égée pour y installer ces plateformes. Et donc, vous savez, moi je dis à nos amis turcs, car la Turquie reste une amie de la France, et à un ami on dit la vérité. Et je dis à nos amis turcs que si vous voulez jouer le rôle de puissance régionale importante, ce que vous êtes, il faut aussi respecter le droit international. Et on ne peut pas se promener de chaque côté des frontières comme si on était chez soi. Donc il va certainement y avoir une suite à tout cela et moi en tous les cas je vais poser la question au secrétaire général de l'OTAN dimanche matin. Un discours de fermeté. Merci beaucoup Christian Cambon d'avoir répondu à mes questions. Merci, bonne soirée sur Public Sénat.